sans tarder, je voudrais d'abord te remercier pour encore une fois avoir répondu positivement à mon invitation. Oui, oui, merci. Ouais. Et donc, j'ai voulu qu'on fasse cette émission parce que je sais que dans votre pays, le Congo, l'actualité est très riche. Et j'ai vu que toi-même, tu t'étais déplacé la semaine dernière, Oui, toi oui. qui es de Kinshasa, tu étais allé à l'Est, dans le nord Kivu, et spécialement, je pense que tu étais dans la ville de Goma. Oui, oui. Et donc, je voudrais qu'on parle de tout cela, mais aussi on peut aborder la situation sécuritaire, bien sûr, mais aussi la situation au niveau de la diplomatie. J'ai eu les derniers développements avec la réunion des chefs d'État de l'organisation de l'Union africaine, sommet auquel ont participé d'ailleurs quasiment tous les chefs d'État, y compris le vôtre, Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame. Et donc, je voudrais qu'on aborde ce sujet-là aussi, mais également l'aspect humanitaire, toi qui étais dans l'Est, et social. J'ai vu la mobilisation de la population très active. Et donc, c'est de tout cela que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais te demander quelles étaient les raisons de ton déplacement à l'Est et est-ce que ça s'est bien passé? Oui, merci pour votre invitation et c'est toujours un honneur pour moi de participer à ces directs avec vous et toute l'équipe de l'élan africain. Déjà, je vais faire une petite récapitulation des faits. Euh, nous, Moi, par exemple, avec des amis, on avait lancé des actions sur terrain, ici sur le plan national, contre le génocide des Congolais qui se passe à l'Est. Et on avait mené des marches contre la position américaine sur la question de l'Est. Les marches étaient principalement concentrées devant l'ambassade des États-Unis. Nous étions montés au créneau contre le silence de la communauté internationale. Mais après, on s'est dit, bon, on organise des marches, nous marchons. Nous mettons la pression sur la communauté internationale, mais après, on fait quoi? Ça sera toujours comme toutes les marches qui ont été organisées avant nous. On s'est dit, nous, on doit procéder autrement. Il faut conscientiser cette population, il faut faire comprendre aux Quinois c'est quoi la guerre, quels sont les enjeux de la guerre de l'Est. Et ces sentiments nous avaient conduit de nous diriger, nous a conduit jusqu'à Goma. Et lorsque nous sommes arrivés à Goma, pour nous, l'objectif n'était pas de rester à Goma, de visiter les sites touristiques, de visiter la ville de Goma. Pour nous, l'objectif était d'arriver là où il y avait les combats. Je vais donner quelques précisions. La ville de Goma, c'est déjà une très belle ville habitée par un peuple très hospitalier. Et j'ai vraiment de mes propres yeux palpé la résilience de cette population, de la population congolaise de Goma. Et c'est une ville développée, très propre, très construite. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter à la ville de Goma. Il faut aller là où il y a les hostilités. Et ces sentiments nous avaient conduits premièrement vers Niragongo, où nous avons vu les déplacés, nous avons assisté cette population déplacée. Nous avons vu des Congolais qui sont victimes de cette guerre, des milliers de déplacés. Les Nations Unies parlent de 7 millions de déplacés internes. Donc, c'est vraiment une catastrophe humanitaire. Et après, les mêmes jours seulement, nous étions allés jusqu'à Sake, où il y avait les affrontements. Nous étions escortés par l'armée congolaise, bien sûr. Nous étions à Sake, où il y avait les affrontements entre les M23, les terroristes du M23 et l'armée régulière. Nous étions là parce que nous avons voulu, de nos propres yeux, comprendre cette guerre et
faire parvenir à la population congolaise en général. À partir de nos différents comptes, nous avons publié des photos, nous avons publié des images pour que la population congolaise comprenne que nous faisons face à une guerre très intense. J'étais à Saké et les faits qui m'ont marqué, c'est la présence des mercenaires blancs aux côtés du M23. Et j'ai compris que c'est une guerre très intense parce que les M23 ont des snipers. Et donc les M23 se comportent vraiment comme une armée régulière. Voilà pourquoi nous, peuple congolais, nous avons l'habitude de dire que les M23 n'existent pas. C'est l'armée rwandaise qui existe. Là, c'est l'armée rwandaise qui compose les M23. Elle se comporte, elle mène des assauts vraiment comme une armée régulière. La bravoure de nos FARDC a permis à ce que la cité de Saké ne tombe pas. Moi, j'étais présent. Et les FARDC ont repoussé l'assaut du M23 et contrôlent actuellement les collines environnantes de la ville de Saké. À l'est, vous allez comprendre que les combats se passent plus sur les collines. Donc, l'objectif de notre voyage, c'était d'abord de voir de nos propres yeux, essayer de comprendre quels sont les enjeux de cette guerre, et puis de proposer aussi au gouvernement les pistes de solutions. Moi, je me dis toujours, dans cette guerre, la population a sa part des responsabilités. L'État a sa part des responsabilités et la communauté internationale aussi a sa part des responsabilités. Vous allez comprendre que lorsque nous étions là-bas, nous avons compris, nous avons assisté les Wazalendo. Moi, personnellement, j'ai visité quelques camps, quelques bifens, on appelle ça bon, en termes militaires, on dit bifens et tout. J'ai visité quelques camps de Wazalendo et j'ai été attristé de voir que ceux qui défendent la République, ceux qui combattent la République manquaient des bottes. Essayez d'imaginer, les gens sont au front, mais ils combattent sans bottes. Parfois, ils marchent avec des babouches, mais à la forêt, c'est impossible de mieux combattre avec des babouches. Donc, nous nous sommes dit, nous, en tant que population, nous avons aussi notre part de responsabilité. Et nous avons essayé de voir combien coûte un bot. Les bots coûtent $8. Et nous n'étions pas allés les mains vides. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons apporté quelques vivres, nous avons apporté quelques vivres qui permettront aux Wazalendo et aux FARDC de manger. Par exemple, nous avons assisté aussi les déplacés qui se comptent par des millions, la triste réalité de cette guerre. Et puis, en fait, nous nous sommes lancés dans une lignée qui est de conscientiser la population. Actuellement, on continue avec des messages de conscientisation, car on s'est dit cette guerre va s'arrêter lorsque la population va se lever et exiger des gouvernants, exiger de nos autorités plus d'engagement en faveur des militaires et en faveur de ceux qui combattent la guerre et ceux qui combattent l'agression rwandaise. Donc, c'est un peu ça, brièvement. Quand tu parles de nous, vous êtes regroupés au sein d'une association ou c'était des initiatives personnelles? Bon, pour l'instant, on s'est dit, on n'a pas besoin d'être dans une association pour défendre notre pays. Mais cela n'empêche que dans notre groupe, donc c'était au niveau des individus alors? Oui, au niveau des individus. Mais dans notre groupe, il y a des structures. Parce qu'on se veut être aussi ouverte que ça. Il y a des structures, il y a des individus qui viennent et on s'est dit, on va procéder ainsi. On va attendre que les individus et les structures aussi nous accompagnent. Nous étions à Goma avec une structure qui avait accepté de nous accompagner. Le nom de la structure, c'est Chance Africa. Ils ont accepté de nous accompagner. Ils ont accepté de nous envoyer des caméramens qui nous filmaient et des gens et des guides. Parce que Goma, c'est l'Est de la République. Goma, ce sont des zones de guerre. Donc, il fallait être guidé par ceux qui connaissent les terrains. Oui, cette ONG nous a assisté dans ce sens. C'est une ONG congolaise? Oui.
congolaise. D'accord. Oui, Et donc, sur le plan qui militaire, aussi, oui. Sur le plan militaire, tu penses que le M23, j'ai vu des posts que tu as fait sur Twitter et sur Facebook, je pense aussi, mais tu semblais dire que le M23 est en position de faiblesse. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu penses réellement que les Wazalendo et les forces armées congolaises en général ont pris le dessus? Bon, déjà, ce que nous devons comprendre, les M23, vous savez, lorsqu'on mène une guerre d'agression, vous pouvez contrôler des territoires, vous pouvez prendre des territoires, mais c'est plus difficile de les contrôler dans la durée. L'M23 a conquis des territoires, mais qui peinent à contrôler ces territoires dans la durée. Pourquoi? Parce qu'il y a des civils qui s'élèvent pour combattre la présence du M23. Et actuellement, par rapport à ce que j'avais vu sur les lignes de front, et je ne pense pas, je ne crois pas, à moins qu'il y ait des fissures côté congolais, je ne crois pas que l'M23 sera en mesure de prendre la ville de Saké et la ville de Goma. C'est impossible par rapport à la détermination et l'équipement qui est mobilisé par le gouvernement congolais pour défendre la cité de Saké et la ville de Saké. Et aussi, j'avais posté que l'M23 est en position de faiblesse, oui. C'est par rapport aux pertes qu'ils ont enregistrées dans l'assaut de Saké. Ils ont enregistré des sérieuses pertes. Et sur le terrain, quelques jours après leur échec sur la prise de Saké, le FARDC a mené une contre-offensive qui a permis de consolider la cité de Saké. Et puis actuellement, il y a des combats autour d'une cité encore stratégique qui est la cité de Mweso. Donc, sur ce, je peux affirmer que les M23 actuellement est en position de... Donc, ils sont en train de reculer sur plusieurs fronts. Et puis aussi, côté FARDC, pour l'instant, il n'y a pas encore eu une vaste offensive, une offensive de grande envergure comme ce que nous attendons. Il y a une offensive qui est prévue avec la force de la SADC. Jusque-là, l'offensive est en train de se mettre en place. Aujourd'hui même, j'ai publié le déploiement des soldats sud-africains qui sont en train de se déployer sur les différentes positions, sur les différentes lignes de front. Et je crois qu'avec cette offensive, nous allons encore voir les fissures au sein du M23. Et selon les informations que nous avons, selon les informations à notre possession, il y a un climat malsain entre les dirigeants et les subalternes, ceux qui combattent sur les lignes de front. Bon, il y a eu un événement que nous avons suivi avec déjà la déclaration du porte-parole de l'armée, le colonel Ndiko Kayiko, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est une bombe qui a été lancée sur l'aéroport de Goma. Tu étais là sur place, enfin, dans la ville. Et certaines voix disent que, parce que le porte-parole de l'armée disait que c'était un drone qui avait lancé la bombe en question, mais beaucoup de critiques ont mis en doute cette affirmation-là. Toi qui étais sur place, qu'est-ce qui s'est passé réellement et puis comment l'ont perçu les militaires congolais? Oui, moi j'étais sur place. Ça s'était passé, c'était je crois, aux environs de 2 heures. Là où moi j'étais, l'hôtel que j'étais n'était pas assez loin de l'aéroport. Nous avons entendu juste les bruits d'une explosion. Et on s'est demandé si c'était quoi. C'est le matin que nous avons eu des informations qui faisaient état de d'une explosion à l'aéroport de Goma. Après, l'armée a communiqué que c'était un drone kamikaze qui avait visé le Sukhoi
à l'aéroport de Goma. Et selon... Hein? Oui. Selon les habitants de la ville de Goma, ils étaient vraiment très fâchés. Et tout le monde se disait que ces drones, ces explosions étaient tirées depuis la ville de Goma et depuis le Rwanda. Donc, la population congolaise est vraiment déterminée. Et l'armée avait quadrillé les lieux. Il n'était plus possible pour nous d'y accéder au lieu de l'explosion quand l'armée menait des enquêtes. Et c'est une autre provocation du Rwanda. Ce n'est pas la première fois que l'aéroport de Goma soit visé par les bombes qui viennent du Rwanda. Et la population congolaise comprend et le gouvernement congolais comprend aussi. Moi, je pense que le Rwanda veut nous amener dans un scénario où la RDC déclare la guerre contre le Rwanda. Et là, ça sera une porte ouverte à l'armée rwandaise d'attaquer la ville de Goma. Donc, c'est dans cette lignée que je juge l'action du Rwanda. Parce que, personnellement, lorsque j'étais à Goma, j'avais essayé de visiter les territoires environnants et j'avais essayé de visiter les territoires environnants, j'avais compris que la ville de Goma est presque encerclée des 3/4. La seule voie de sortie pour la ville de Goma, c'est la route nationale numéro 2 qui passe par Sake. Donc, voilà pourquoi l'armée congolaise s'est vraiment battue pour ne pas perdre Sake. Et si la RDC subit les attaques, d'une part à l'ouest de Goma, à l'est de Goma, venant vers Gisenyi, au nord par les M23, au sud par les M23 et à l'ouest par les M23, ça sera extrêmement difficile pour la population de Goma, car Goma, c'est une ville de plus de 2 millions d'habitants. Ça sera extrêmement difficile pour cette population de quitter la ville. Voilà pourquoi aujourd'hui le Rwanda comprend cela. Voilà pourquoi ils sont en train de nous conduire dans cette provocation en bombardant les installations civiles dans la ville de Goma. Bon, selon certaines informations, il y a eu des bagarres ou des fusillades entre les Wazalendo et les soldats de l'armée congolaise. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu. C'était hier, je pense, c'est la journée d'hier. Ce serait quand même malheureux que les Congolais se battent entre eux, non? Oui. C'est vraiment très malheureux et surtout en ce moment où notre pays connaît une agression. Nous devons travailler ensemble et lorsque nous voyons qu'il y a des combats surtout entre ceux qui défendent la République, c'est vraiment triste pour nous. Et l'hierarchie militaire s'est très vite activée pour remettre de l'ordre. La bonne chose, oui, l'hierarchie militaire s'est très vite activée et il a remis de l'ordre. Et vous allez comprendre que le Wazalendo, ce sont au départ des civils qui ont accepté de prendre les armes et de défendre l'armée rwandaise M23. Donc, pour la plupart, beaucoup sont moins formés, mais avec l'instauration de la réserve stratégique, il y a un processus qui a été amorcé par le gouvernement qui permettra à ce que ces Wazalendo intègrent officiellement la réserve stratégique, la réserve nationale de défense, qui va faire un suivi sur tous ces civils qui participent aujourd'hui à la défense de notre pays. Et c'était quoi la raison de ces fusillades là? La raison des hostilités, c'est pourquoi? La cause? Bon,
Jusque-là, nous avons eu des informations qui avaient juste intercation. Ils n'étaient pas très bien compris. Donc, ils se sont croisés et puis l'un devait, donc si je peux dire, on n'a pas eu de précision exacte sur ce qui s'était passé. Vous savez, de tels sujets, les informations ne sortent pas du coup. Donc, l'armée a étouffé ça et les autorités se sont vite activées pour remettre de l'ordre. Donc, les informations n'ont pas vraiment fuité. D'accord, c'est quand même malheureux. Oui, oui. Et toi, tu as été justement sur le terrain, Bonheur. Quel est le rôle exact des forces de la SADC? Et tu parlais tout à l'heure également du déploiement des soldats, des troupes sud-africaines. Quel est réellement le rôle de ces forces-là? Est-ce qu'ils sont sur le terrain, ils sont en première ligne, ou ils assurent tout simplement un soutien logistique hein? Oui, moi j'étais sur le terrain. Lorsque je suis arrivé à Sake, principalement sur la route nationale numéro 2, j'avais vu personnellement la présence de la SADC. J'avais vu les forces tanzaniennes qui sont là. Et vous allez comprendre que la SADC n'a pas encore fini son déploiement. Il y a les soldats sud-africains qui sont là. Et ils ont combattu à Sake. Ils combattent actuellement même aux côtés des FARDC, bien que le déploiement se poursuit. Donc, la SADC, son rôle, c'est appuyer l'armée congolaise contre les M23. Jusque-là, l'offensive, comme je disais, l'offensive, tant entendu, n'a pas encore débuté tout simplement parce que la SADC poursuit encore son déploiement. Donc, ils n'ont pas encore atteint l'effectif voulu, mais cela n'empêche qu'ils se retrouvent sur les lignes de front pour défendre les positions de la SADC et les positions de l'armée congolaise. Donc, ils travaillent ensemble pour défendre la cité de Sake et de Goma, de la ville de Goma. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure d'un problème d'équipement. Tu parlais des bots. Pour les Wazalendo ou c'est aussi pour les soldats réguliers de l'armée régulière? Oui, oui. Le problème d'équipement, c'était pour les Wazalendo. Ah, d'accord. Oui, oui. J'étais là, j'ai visité quelques camps de Wazalendo et j'avais compris qu'ils avaient un problème sérieux d'équipement. Vous savez, les Wazalendo, ce sont des civils. Vous savez, lors d'une guerre, lorsqu'un civil accepte de prendre les armes pour défendre son pays, il part comme il se retrouve. Hein. Donc, il se dirige vers un camp de Wazalendo. Il est parfois en babouche. On lui forme et puis on lui donne une arme. Donc, il se retrouve là sans bottes, sans casque, sans gilet pare-balles. Donc, c'est comme ça leur vie. Et nous nous sommes dit qu'il faut, à notre prochain voyage à Goma, apporter de l'équipement, acheter des bottes pour eux. Et lorsque nous étions à Goma, nous avons essayé de visiter et nous avons compris que les bottes militaires se vendent à 8 dollars. Donc, avec 800 dollars, c'est possible d'acheter 100 bottes pour 100 combattants Wazalendo. Et nous nous sommes dit à notre prochain voyage, nous allons prévoir l'achat de bottes, l'achat de casques. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour essayer de les donner, nous en tant que population, pour essayer d'acheter de l'équipement pour les Wazalendo, pour ceux qui défendent notre pays. Mais le fait même que des civils, justement, comme tu le dis, apportent des armes, tu ne crois pas que ça peut être un problème? Parce que tu le Oui. dis, ils ne sont pas formés. Déjà, ils ont attaqué l'armée régulière hier. Est-ce que tu penses que le fait d'armer les civils ne peut pas être un problème, surtout aux yeux de l'opinion internationale? Oui, oui, oui. Actuellement, on ne peut plus les appeler des civils parce que l'État a légalisé la réserve nationale de défense.
Donc, ce sont là des réservistes de l'armée congolaise. Les Wazalendo sont des réservistes de l'armée congolaise. Mais en termes, si nous essayons de faire, si on essaie de retourner en arrière, nous allons comprendre qu'ils étaient au départ des civils. Mais pour l'instant, ils sont des réservistes de l'armée congolaise. Donc, ils ne sont plus des civils. Et toute action envers les Wazalendo, c'est une action envers la réserve nationale de défense. Ils sont reconnus officiellement par l'État congolais. C'est comme nous voyons en Ukraine, il y a les réservistes. C'est comme dans tous ces grands pays où il y a les réservistes. Chez nous aussi, ces réservistes. Les réservistes ne sont pas seulement les Wazalendo. Bon, ce sont eux qui sont plus connus parce qu'ils se retrouvent sur les différentes lignes de front contre les M23. Mais tout le monde est libre de participer dans la réserve de défense. Donc, même moi aussi, moi personnellement, je compte aussi me lancer dans ça, avoir une expérience sur les maniements des armes. Et qui sait un jour que nous pouvons aussi servir sous les drapeaux notre pays. D'accord. J'ai vu effectivement que les Congolais sont vent debout, ils sont mobilisés, ils sont actifs. J'ai vu aujourd'hui, par exemple, il y avait une manifestation des habitants de Goma qui sont en colère contre ce qu'ils appellent des soutiens au M23 et à l'armée rwandaise. Est-ce que tu crois que cet engagement-là peut changer au cours de la guerre? Le fait même que la population elle-même soit mobilisée activement. Oui. Moi, oui, je crois que cet engagement va changer le cours de la guerre. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre que la RDC se trouve au milieu de 9 pays voisins. Donc, on a 9 pays voisins, on a des kilomètres de frontières qu'il faut surveiller. Et actuellement, avec le nombre de militaires que nous avons, la RDC a une armée de 150 000 hommes. Il est impossible pour nous de déployer les militaires un peu partout. Et vous allez voir, même seulement Nord Kivu, il y a des zones qui sont passées sous le contrôle du M23, tout simplement parce qu'il y avait un problème d'effectifs des militaires. Et cette détermination de la population, elle est bonne. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que depuis cette guerre d'agression, il y a plus de 40... Bref, il y a au moins 60 000 nouveaux recrues au sein de l'armée. Donc, la population a accepté de défendre le pays. Cet engagement est bénéfique pour l'effectif de nos militaires. Et vous allez voir que beaucoup des unités spéciaux qui sont sorties dans les différents centres de formation, beaucoup de ces militaires étaient des civils au départ, mais qui, après l'appel du chef de l'État, ont décidé de rejoindre l'armée pour combattre cette guerre d'agression. Donc, c'est dans cette lancée aussi que nous sommes alignés, c'est de motiver, de conscientiser la population. En fait, il faut que notre population comprenne que nous sommes agressés et il faut que nous participons à l'effort de guerre. Cet effort de guerre nous exige de l'engagement. Cet effort de guerre nous exige de financer ceux qui combattent. Cet effort de guerre nous exige de participer d'une manière ou d'une autre à la guerre, comme ce que nous faisons ici. C'est une participation où on essaie de faire comprendre au monde entier ce qui se passe. C'est aussi une participation à l'effort de guerre. Donc, cette population est vraiment déterminée à participer d'une manière ou d'une autre à l'effort de guerre. C'est cet engagement que moi, personnellement, je salue du côté de la population congolaise. Mais il faut qu'on fasse, il faut que nous, peuple congolais, nous faisons encore au-delà. Il faut faire au-delà de ce qu'on fait maintenant. Il faut faire au-delà. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, il faut conscientiser la population, il faut mener des actions pour que cette population comprenne qu'il y a une guerre et nous sommes les seuls, nous et notre armée,
qui peuvent sauver notre pays des griffes de cette agression. Bon, je te remercie. Parlons maintenant de l'aspect humanitaire de cette guerre. L'ONU donne des chiffres ahurissants qui vont jusqu'à 2 millions de déplacés, je crois. 7 millions de Est-ce déplacés que internes. 7 millions, d'accord, 7 millions. Est-ce qu'il y a des, excuse-moi, est-ce qu'il y a des camps de réfugiés, tu as pu visiter, ou bien les gens se débrouillent pour aller vivre dans des familles? Non, non, il y a des camps de déplacés. Il y a des camps de Oui. réfugiés. Oui. Et vous allez comprendre que lorsque vous arrivez à Goma, vous trouvez, si je peux dire, un paradis. Goma, c'est une ville très tranquille. Lorsque vous êtes à Goma, vous vous demandez si la guerre est où. Mais lorsque vous quittez Goma, vous prenez la route du nord vers le territoire de Niragon. C'est là que vous rencontrez des déplacés tout autour de la ville de Goma. Et les gens essayent de faire comme ils peuvent. Hein. Ce ne sont pas des camps de déplacés bien construits, non. Ce sont des camps de déplacés construits sur des bâches. Donc, c'est extrêmement difficile. Bien sûr. Oui, oui, les camps de fortune, c'est extrêmement difficile pour cette population. J'étais là, moi-même, j'ai visité un camp où il y avait plus de 2000 familles. 2000 familles qui vivaient sans toilette, sans douche. Je me demandais comment ces gens faisaient pour se soulager, comment ces gens faisaient pour se laver. Et ils nous disent, ici, on n'a pas où se laver, on n'a pas où faire nos toilettes. Donc, c'est comme ça. Et vous voyez l'état de santé de cette population, vous voyez l'état de santé de ces enfants, mais c'est catastrophique ce qui se passe à l'Est, surtout dans les camps de déplacés. Il y a au moins une certaine distribution de l'aide humanitaire de la part des ONG ou du HCR ou du Programme alimentaire mondial. Ils sont là, ils sont présents, ces organismes-là. Ils sont là, ils sont présents. Ils sont là, ils sont présents. Mais la seule difficulté est que, vu que la guerre est continuelle, il y a des camps de déplacés un peu partout. Il y a des camps de déplacés qui sont reconnus par l'État, par les Nations Unies. Et il y a des camps de déplacés, si je peux dire, ce ne sont même pas des camps de déplacés. La population s'est retrouvée la population s'est retrouvée, par exemple, en fouillant une cité, une ville. Ils se retrouvent dans une route et puis ils s'installent là momentanément. Moi, personnellement, j'ai vu des camps qui jonchent la route Goma-Niragon. Et ces camps ne sont pas reconnus. Et lorsque j'étais encore à Sake, j'avais vu les gens qui j'avais vu les gens qui quittaient Sake et qui se dirigeaient vers Goma. Et pour la plupart, vu que la distance est longue, d'autres gens dormaient sur la route nationale numéro 2 et ces gens-là passaient nuit là-bas. Donc, ces gens n'avaient pas de l'aide humanitaire parce qu'ils n'avaient pas atteint les camps qui sont reconnus. Et lorsque vous arrivez dans les camps qui sont reconnus, elles sont totalement remplis. Ils sont totalement remplis, excusez-moi, ces camps sont remplis. Et lorsque d'autres gens arrivent, ils n'ont pas où se mettre et ils sont obligés de quitter le camp vers un autre. Ce qui est vraiment extrêmement difficile. Et, c'est compliqué de comprendre. Cette population avec qui j'ai changé, ils nous ont dit clairement, nous avons besoin de retourner dans nos villages, faire nos champs. Nous avons besoin de la paix. Oui, bien entendu. Voilà, c'est compliqué. Bon, nous allons maintenant terminer par l'aspect diplomatique. Comme je le disais au début, il y a eu un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union africaine. Votre président était là, le président rwandais était là. Nous savons bien que maintenant, le courant ne passait plus entre eux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a eu un mini-sommet. Je ne sais pas si tu as des informations, mais d'après ce qu'on a su, c'est que la position, et ce n'est pas une surprise, la position du gouvernement rwandais n'a pas changé, la position du gouvernement congolais n'a pas changé.
est-ce que vous avez senti que votre président vous faisait honneur en maintenant la position qui a été la sienne depuis le début, en accusant le Rwanda d'agression et puis en refusant tout début de dialogue? Oui, oui. Notre président maintient la position de toute la RDC, de tous les peuples congolais, qui n'est pas négocié avec les M23. Et lors de ces sommets, lors de ces mini-sommets, notre président l'a repris devant ses homologues. Il a dit, nous ne négocierons jamais avec les M23. S'il faut négocier, il faut négocier avec les Rwandais, mais pas à n'importe quel prix. Donc, la RDC a établi ses modalités de participation à un dialogue, à des négociations directes avec les Rwandais. La RDC oblige les Rwandais de quitter les territoires occupés et là, au moins, on pourra négocier à jets égales. Mais au cas contraire, la RDC maintient sa position. Nous ne négocierons pas avec les M23 chez nous. Pour nous, les M23 n'existent pas. Les M23, c'est l'armée rwandaise. Les M23, ce sont des terroristes. On ne négocie pas avec eux. On ne négociera jamais avec eux. Et pour ces mini-sommets, comme vous avez dit, chacun a maintenu sa position. Le Rwanda a exigé que nous négocions avec les M23 et nous avons répondu que nous ne négocierons pas, nous ne négocierons jamais avec les M23. Et ça n'a pas trouvé, si je peux dire, ils n'ont pas trouvé un compromis. Et même lors du sommet de l'Union africaine, tout est resté statique. L'envoyé spécial des États-Unis a mené une démarche aux côtés du président Tshisekedi et du président Kagame, mais jusque-là aussi, on a des informations que cela n'a pas toujours abouti. Donc, chacun maintient sa position. Mais vous devez maintenant être satisfait de la déclaration publique du département d'État américain qui a fermement condamné le soutien du Rwanda au M23 et qui a d'ailleurs demandé au gouvernement rwandais, à l'armée rwandaise, de retirer ses missiles du sol congolais. Ça vous a satisfait, je pense? Bon, non. Jusque-là, nous ne sommes pas satisfaits de la position des États-Unis. Vous savez, lorsque les États-Unis disent, bon, ce n'est pas la première fois que les États-Unis disent, demandent au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Parce que après le discours, qu'est-ce qu'il y a après? Jusque-là, les États-Unis n'ont jamais mené une action contre le Rwanda. Nous avons exigé des sanctions contre le Rwanda. Ni le Conseil de sécurité, ni les États-Unis, ni l'Occident n'a sanctionné le Rwanda. Et nous nous sommes dit à quoi servent ces déclarations, à quoi servent ces appels au retrait de troupes rwandaises à partir du moment où ils ne sont pas prêts à sanctionner le Rwanda. Donc, toutes ces déclarations chez nous, pour nous, peuple congolais, ne valent rien. C'est de l'hypocrisie, donc. Oui, c'est de l'hypocrisie. C'est vraiment de l'hypocrisie. Voilà pourquoi nous continuons à mettre la pression sur les États-Unis. Ils doivent être conséquents. Ils ne peuvent pas nous endormir avec des déclarations pour dire non, voilà, on exige du Rwanda les retraits des troupes. Mais vous savez que le Rwanda occupe nos territoires et c'est repris dans les rapports des Nations Unies. Mais en retour, qu'est-ce qui est mené comme démarche? Rien. Rien. D'accord. À Addis Abeba, on a vu encore une rencontre très restreinte entre votre président, le président sud-africain et le président burundais Evariste Ndayishimiye, qui avait d'ailleurs effectué une visite avant le sommet de l'Union africaine. Est-ce que tu penses que dans ces rencontres-là restreintes, une certaine décision, parce qu'on a vu, j'ai vu sur le compte Twitter de la présidence congolaise,
Ils disent qu'ils ont discuté de la coordination des opérations militaires sur le terrain. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Aujourd'hui, les relations entre le Burundi et la RDC sont au bon fixe. Et plus rien ne se cache, le Burundi a accepté de se ranger du côté de la RDC parce qu'ils se disent, le Burundi se dit que nous sommes menacés par le régime du Rwanda. Vous allez comprendre que le Rwanda finance et le Rwanda continue d'armer les groupes rebelles, les Red Tabare, contre l'État burundais. D'où le Burundi et la RDC partagent un même adversaire, un adversaire commun. Et sur le terrain, par exemple, lorsque j'étais là-bas, j'ai vu l'engagement de l'Afrique d'ici, j'ai vu l'engagement du Burundi aux côtés de l'armée congolaise. Et cela m'a vraiment édifié, cela m'a réjoui. Et puis aussi dans les opérations à venir de la SADC, le Burundi partage une position de choix. Et la réunion de la coordination de ces opérations a connu la présence du président burundais pour montrer l'importance des relations sécuritaires qui existent, les relations militaires qui existent entre la RDC et le Burundi. Donc, ces deux pays se sont décidés de travailler ensemble, surtout sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité, contre le Rwanda et contre les groupes rebelles soutenus par le Rwanda. Et avec le soutien de l'État sud-africain, alors? Oui, 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 oui. L'Afrique d'ici est très présente déjà chez nous. Ils ont déployé, l'Afrique d'ici a déployé plus de 2900 militaires et du matériel très impressionnant, lourd, que moi-même j'ai vu et à Goma, à Sake. Et l'Afrique d'ici poursuit son déploiement. Il y a même donc, il y a vraiment des matériels lourds sud-africains qui sont en train d'être déployés sur les différentes lignes de front. Et je crois que dans les jours à venir, l'intensité de combat vont vraiment augmenter parce que l'Afrique du Sud et les FARDC vont vraiment monter en puissance dans les prochains jours. Et voilà pourquoi j'avais dit les M23 passent actuellement ces derniers jours. Donc l'intensité sera vraiment très élevée. Et cette rébellion, ces terroristes du M23 n'ont plus beaucoup de jours devant eux. Bon, voilà, Boni Romamba, je te remercie beaucoup d'avoir répondu une fois encore à mon invitation. Merci des explications, des éclaircissements, des informations que tu nous as livrées. J'espère te revoir bientôt sur l'élan africain. Mais avant peut-être de nous quitter, tu peux avoir un message à livrer à tes camarades ou à tes concitoyens ou au public en général. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très fier lorsque je suis invité ici. Mon message, c'est appeler le peuple congolais à la résilience. J'appelle le peuple congolais à la résilience, à l'unité, et j'appelle le peuple congolais aussi à la solidarité. Ceux qui souffrent à l'est de la République, ce ne sont pas nos voisins, ce sont nos frères. Donc, il faut avoir une certaine solidarité pour ceux qui sont déplacés. D'ici là, nous allons organiser un appel de fonds pour assister nos frères de l'Est en vivre et en non-vivre. Nous allons lancer aussi un appel de fonds pour nos militaires et les Ouazalem en vivre et en non-vivre. Donc, au-delà de tout ça, il faut que la population congolaise prenne conscience. Nous sommes face à une guerre d'agression et pour nous, il nous faut une résistance. Il faut résister. Résister, il ne s'agit pas seulement de prendre une arme contre l'armée rwandaise. Il s'agit aussi de résister avec tout ce que nous avons. Nous sommes capables de communiquer sur l'armée, nous sommes capables de communiquer, de faire une communication contre la manipulation du régime de Kagame. C'est aussi ça la résistance. Nous sommes capables aussi de financer, d'aider nos forces armées. C'est aussi ça la résistance.
Nous sommes capables d'aider les Ouazalendo, c'est aussi ça la résistance. Nous sommes capables d'assister nos frères déplacés, c'est aussi ça la résistance. Donc, nous allons lancer dans les prochains jours, nous continuons avec nos messages de conscientisation. Nous allons lancer aussi des actions sur le terrain pour exiger du gouvernement congolais plus d'engagement, un très bon salaire pour nos militaires, plus d'engagement en faveur des déplacés, un très bon salaire pour nos militaires, une très bonne coordination pour tous ceux qui combattent là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. J'étais là, j'ai vu qu'il y avait quelques failles. Nous avons fait un rapport que nous réservons la primaire au chef de l'État et nous avons dit, nous tenons vraiment à rencontrer le chef de l'État pour lui faire part de ce que nous avons vu sur le terrain et voir comment nous pouvons aussi proposer nos moyens de sortie. Et nous appelons le peuple congolais à la solidarité et au travail ensemble. Donc, on va travailler ensemble pour mettre fin à cette guerre. C'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup, Bonheur Mwamba. Comme toujours, c'était un plaisir. Je remercie vivement ceux qui nous suivaient et on aura l'occasion encore de revenir sur ce sujet et sur bien d'autres. Merci beaucoup et excellente semaine à tous. Ok, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Bye bye.